Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de A à GN, qui est encore une fois une façon de retracer l'histoire éditoriale de Vampire la Mascarade à travers les trois éditions. Aujourd'hui, on continue tranquillement l'année 91 avec Ashes to Ashes, des cendres aux cendres, qui est un peu pour beaucoup la première expérience qu'ils ont eue avec Vampire la Mascarade. Donc ça va être un exercice assez rock'n'roll et assez drôle de repasser sur le premier scénario, un véritable scénario sur de White Wolf pour Vampire. Truc assez rigolo, en général, il y a, dans le quatrième de couverture, il y a les plans de différents éléments où on va aller. Et c'est écrit par Stewart Wick. Donc Stewart Wick, rappelons-le, hein, c'est l'un des frères Wick, ils sont trois. Ça a été le directeur c'est l'un des rares suppléments qu'il ait écrit. En général, il était plutôt en mode chapeautage. C'est un mec qui est très très important, qui a propulsé beaucoup de carrières, qui a énormément bossé chez White Wolf, mais aussi ailleurs. Il me semble que en fait, avec son frère, ils ont eu aussi une très bonne idée, c'est que c'est eux qui ont lancé en fait Drive-Thru RPG. Et c'est son frère qui dirige toujours d'ailleurs Drive-Thru RPG. C'est pour ça que sur le site donc d'achat de PDF de jeux de rôle, il y a un truc, le Storyteller Vault, qui permet aux gens de mettre des éléments, enfin de vendre en fait, de plier des petites choses tierces pour Vampire et tous les jeux White Wolf, et c'est un peu l'initiative des frères Wick. C'est un mec qui est mort hélas à 49 ans, assez jeune, c'est assez horrible, en fait il se battait, il faisait de l'escrime, et il arrête l'escrime, et paf, il est tombé raide mort, quoi, crise cardiaque, c'est assez fou. Au niveau au niveau des gens qui ont bossé dessus, donc comme je disais, c'est Stewart qui l'a écrit, Mark Reinhagen avait fait le concept, on retrouve Lisa Stevens, John Brandt, il me semble que John Brandt c'est un pseudonyme, Nicoline Drews dont j'ai déjà parlé, Doug Anderson à couverture, je sais pas trop qui c'est, et c'est l'arrivée de John Cobb qui va être l'un des dessinateurs iconiques de la série de Vampire la Mascarade, avec ce que je qualifierais d'une ligne crade. Son dessin me rappelle beaucoup Matt Conture, qui était l'un des fondateurs de l'association en France, donc Lewis Trondheim et compagnie. Et toujours Chris McDonald qui fait les designs. Assez rigolo, on œuvre tout de suite, on revient dans le passé, puisque en gros Stewart Wick était fan des Chicago Bulls, et c'est la grande époque où Michael Jordan commence sa longue et très longue carrière chez les Chicago Bulls, qui était à l'époque, je crois, vraiment au ras des pâquerettes. Donc c'est assez marrant de voir ça. Il y a aussi une petite citation sur blablabla, la mascarade, le besoin de se cacher, de la part d'un justiciar toréador qui s'appelle Killian, et je pense pas qu'il soit illustré ailleurs qu'ici. On rappelle, les justiciars sont en gros les super policiers, enfin, c'est l'inspection générale de la Camarilla, qui peuvent aller dans une ville et agir dans le sens de toute la Camarilla, donc ils ont un pouvoir assez démentiel. Truc assez rigolo, c'est la première mention de Travis Williams. Travis Williams, c'est quelqu'un qui a commencé chez Ars Magica, qui a beaucoup beaucoup bossé sur Vampire, un petit peu Werewolf, et aussi Mage. Il est resté quasiment 5 ans, il me semble, chez White Wolf. Petite chose, Travis Williams est afro-américain, ce qui est assez rare, voire très 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 rare à cette époque-là. Il a eu pas mal d'idées. C'est assez drôle, assez ironique en fait de voir parce que j'ai vu ça sur un Discord où... Bref, je vais passer des détails, mais il y avait tout un truc sur un mec extrêmement agressif sur Vampire. Et j'étais là, genre, c'est pas possible de lire des bêtises pareilles. Et je lui disais très justement, mais tu sais, parce que le grand principe, c'est qu'on verra plus tard, mais il y a les Assamites qui vont arriver, qui sont un clan d'assassins un peu cliché, basé sur les assassines dans la montagne, à la Lamoute, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de dire, c'est lui qui a eu le concept du clan, ça vient de lui, et il a dit, en fait, le principe, c'est que plus ils vieillissent, plus ils sont noirs de peau. Dans le sens, plus ils sont badass. Et lui, il avait vraiment cette idée-là, en fait, dans beaucoup de choses, en fait, à chaque fois, il disait, c'est essayer de mettre de la diversité, essayer de mettre des Afro-Américains. Comme il disait très justement, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les vampires, les vampires balèzes et les mages et compagnie qui arrivent à atteindre l'ascension sont blancs. Et c'est lui il a créé notamment Dante, qui est le personnage que vous voyez sur la couverture de Mage Ascension, qui est l'un des archimages de l'ordre d'Hermès, si je dis pas de bêtises, intervient plusieurs fois. Donc il avait vraiment cette idée-là, et c'est ironique que maintenant on dit mais regardez, c'est hyper raciste et tout, alors que c'est quelqu'un qui est afro-américain. Et le mec sur le Discord disait ouais, mais il est pas africain, il est afro-américain. Et je dis ok, super. Le problème c'est que c'est le mot américain, et tu fais bon ok, si tu pars comme ça, on n'est pas rendu. Mais ça prouve un peu toute la tension qui va exister chez White Wolf, dont on va reparler de nombreuses fois, à savoir cette idée d'avoir des mecs qui sont essentiellement issus de CSP+, voire plus, qui ont fait pas mal d'études en humanité, en sciences sociales, qui ont un vrai désir de vouloir, entre parenthèses,
changer le jeu, c'est-à-dire vraiment apporter la diversité, montrer d'autres points de vue, et d'un autre côté, à la lueur évidemment d'aujourd'hui, à la lueur d'Internet, de Wikipédia, de l'évolution, de l'accessibilité pour les minorités, pour la possibilité de montrer des personnes qui étaient invisibles avant par leurs propres faits sur des jeux de société, sur des jeux de rôle, sur des jeux vidéo, j'en passe des meilleurs. Effectivement, ça paraît hyper cliché, ça paraît hyper raciste sur beaucoup d'aspects, mais encore une fois, replaçons-nous l'époque où c'est fait. C'était il y a plus de 30 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la possibilité d'avoir autant d'informations qu'on a à l'heure actuelle. Je suis le premier à rigoler sur beaucoup de trucs qu'a fait White Wolf, et on va pas finir de rigoler sur toute la série qu'on va faire, mais je trouve que c'est vraiment important de toujours replacer ça, parce que sinon, quelque part, on s'en sort pas. On voit aussi qu'ils ont commencé à copyrighter comme des porkies, donc pas mal évidemment d'éléments propres à la mascarade, le patati le patachmol, mais on voit qu'il y a Werewolf, Magus, Fairy, Ghost, qui était l'idée déjà que Wick avait, c'est-à-dire que c'est vraiment Stewart Wick qui est arrivé, qui a dit mon but, c'est Mark Hannigan, tu fais vampire, mais après l'idée c'est qu'on fasse vraiment 5 jeux qui vont repenser 5 créatures surnaturelles à la lueur des années 90, en les réinventant. Et c'est lui, donc chacun a pris un peu sa popote, et lui il s'est penché surtout sur Mage d'Ascension, avec plus tard Phil Brucato, Satyros qui arrivait, en disant, pour moi, essentiellement, les magiciens sont des gens qui changent le monde. Et c'est la grande idée, c'est la grande force de Mage d'Ascension par rapport à Ars Magica, par rapport à beaucoup d'autres jeux. C'est encore une fois la force qu'il a eue, c'est vraiment cette vision, et il est sûr qu'il est très très regretté. Donc, on va commencer sans attendre. Alors, vous remarquerez que c'est un truc que j'ai acheté à quelqu'un, donc il a mis son initiale sur le papier, et il y a beaucoup de coups de fluo qui se sont mis, ce qui est un péché mortel. Il y a aussi c'est marrant parce que là, vous ne voyez pas, mais il avait photocopié toutes les aides de jeu, donc je vais le bouquin, il y avait plein de petits papiers qui sont sortis. Donc, Ashes of Ashes est un scénario qui est découpé toujours de la même manière au début chez White Wolf, en tout cas, avec le chapitrage, les scènes importantes, le scénario, ce qui se passe dans la scène, le setting, c'est pour donner un peu une impression, une illusion, la patte, pour aider le maître du jeu à décrire, le dialogue, donc les dialogues importants qui vont interagir, s'il y a des gens avec qui discuter, le drama, donc qui va être ce qui peut évoluer, changer, et les personnages, donc qui vous allez rencontrer. Et le thème, c'est évidemment la manipulation, c'est que vous allez passer votre temps à vous faire manipuler par tout le monde. C'est concrètement quelque chose qui va être très très classique dans Vampire, qui va devenir le stéréotype essentiel, qui sera renforcé par Chicago by Night plus tard, à savoir que vous êtes jamais, même quand vous avez un libre arbitre, ce libre arbitre, si vous dites non, vous refusez, vous refusez de tuer quelqu'un, et en fait c'est exactement ce que voulait un Mathusalem qui dort sous la ville, parce que ça lui permet de contrer un autre Mathusalem, et patati patata. C'est un grand classique. Évidemment, l'idée aussi c'est que vous allez plus ou moins essayer de choisir des factions, ça peut rentrer en jeu. Donc est-ce que vous, concrètement, soit vous êtes le bon petit soldat qui a envoyé Gary par Modifus, et vous essayez de faire un peu du mieux, soit vous êtes vraiment soit vous êtes vous rentrez avec les anarches, vous essayez un petit peu de vous démerder, mais en tout cas, dans tous les cas, il est clair que Chicago va être un panier de crabes. Et il y a un dernier truc que je disais sur Travis Williams que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est parti chez White Wolf, et en fait, il a une très très longue carrière en jeux vidéo, notamment donc c'est un mec qui est senior producer, donc pas mal maintenant il est chez Oculus Rift, donc Oculus VR. Mais il a été chez Acclaim, il a été chez GameTech, c'est lui qui a bossé, il était producteur sur Sanitarium. Il a fait plein de trucs chez Sony aussi, donc c'est assez rigolo de voir un peu Il y a beaucoup de gens qui vont faire ce pas-là, d'ailleurs, qui vont passer du jeu de rôle au jeu vidéo. Je pense aussi à un de mes auteurs préférés, qui est Lucien Soulbarn, qui a fait Orpheus, qui est maintenant narrative designer, scénariste chez Ubisoft. Bon, après, il est à Montréal, donc c'est plus facile, mais il y en a beaucoup qui vont franchir ce pas, et je pense aussi à Warren Spector, le très très grand Warren Spector, qui est le type qui a commencé sur des suppléments de donjons ADD, et qui a fini chez Origin, donc il a bossé notamment sur Ultima 7, Serpent's Isle, qui est l'un des plus grandes extensions de jeux vidéo qui a jamais été faite, et évidemment il a fait Deus Ex, Giant Storm, et ça c'est quand même mortel. Donc voilà, l'histoire commence très exactement où vous l'aviez laissé avec Baptême de Feu, qui était la petite histoire, enfin si on veut passer une histoire présente dans le livre de base, à savoir qu'en gros, il y a une fête pour le premier de l'an, vous êtes appelés, donc vous êtes des vampires de Gary. Alors Gary, on s'en fout un petit peu, Gary, c'est comme Versailles par rapport à Paris, pour aller vite, pour être méchant, par rapport à Chicago, donc c'est pas très grand.
Et le prince de Gary, qui s'appelle Modus, qui voit les joueurs introduits à lui en tant que nouveau-né, parce qu'on est obligé de présenter en tant que nouveau vampire, on est obligé de se présenter au prince pour prouver qu'en fait on peut se débrouiller par soi-même, et après le sire n'a plus aucune responsabilité par rapport à nous. Moedus en fait reçoit une lettre de Lodin, qui est le prince de Chicago, qui est la grosse ville à côté, qui est l'une des villes les plus puissantes en fait à cette époque-là dans le monde de Vampire la Mascarade pour la Camarilla sur la côte est. Et il est extrêmement, a priori, il est bouleversé par ce qu'il lit et il dit bon bah voilà, maintenant votre mission, c'est d'aller à Chicago, qui déjà le voyage est extrêmement dangereux parce qu'il y a des loups-garous. Il faut passer par la ville et ensuite vous donnez la lettre à Lodin et parce que dans la lettre en fait Lodin lui demande quelque chose et il refuse. Donc les joueurs doivent aller à Chicago, potentiellement pour voir Lodin, pour dire au prince, qui est l'un des mecs les plus puissants du coin, que en fait, la demande qu'il a faite ne sera pas acceptée par son voisin qui peut pas blairer. Donc, très honnêtement, il y a forte chance qu'il tue le messager et que ce soit vos joueurs. Donc, c'est souvent ça à Vampire. En tous les cas, on se fait rouler dans la farine par tout le monde. Donc, vous arrivez un peu la bouche en fleurs. On va en reparler, mais en gros, vous arrivez la bouche en fleurs à Chicago, vous savez pas où aller, vous allez à l'Elysium. Donc l'Elysium, c'est un lieu neutre où on peut établir des conversations et discuter. On n'a pas le droit d'utiliser des disciplines, on n'a pas le droit de se battre, normalement. Sinon, on se fait défoncer par... Généralement, on a une blood hunt, donc une chasse au sang qui est lancée pour essayer de vous tuer. Donc ils arrivent au Succubus Club, qui est l'Elysium de Chicago, et là ils disent mais on cherche Lodin, il est où un peu comme Steven Seagal dans les vieux films où il arrive, il fait est-ce que vous avez vu Richie Lupo? Donc ça se finit très très mal, il voit des trucs un peu débiles, et en gros il commence à se faire manipuler par tout le monde, par les anarches, par tous les gens qui traînent, on dit ouais t'inquiète pas, va voir le prince, il est au Muséum d'Histoire Naturelle. Il rencontre le prince au musée d'histoire naturelle, mais en fait c'est pas le prince, c'est Nelly qui est en gros son sénéchal. Le sénéchal, celui qui traite les affaires courantes pour le prince, parce que il s'avère que Lodin, et ça c'est le gros truc du scénario, a disparu. Et donc tout le scénario, ça va être vous, essayant de sauver vos miches, dans une ville que vous connaissez pas, où vous connaissez pas les factions, pour retrouver le prince, pour lui donner une putain de lettre, qui potentiellement va détester. Et le grand twist donc, du scénario, mais on va en reparler assez longuement, c'est qu'en fait, Lodin avait une goule, pendant plus de 100 ans, qu'il a manipulée, qu'il a envoyé se faire tuer pour une connerie à Londres. Et la goule s'en est aperçue, elle était très très vénère, elle est revenue en tant qu'agent trouble sur Chicago, en vendant, grosso modo, en récupérant du sang, en échange, en fait, il faisait une sorte d'Airbnb pour les vampires, c'est-à-dire qu'il protégeait les vampires pendant le jour, puisqu'une goule c'est un humain qui a des pouvoirs vampiriques, donc il peut sortir de jour, et en l'échange il récupérait du sang. Et il a survécu comme ça pour monter petit à petit une sorte de vengeance. Alors c'est là où ça devient comique, c'est qu'il s'est aperçu que l'endroit où il logeait, mystérieusement, sous les pierres, au niveau du sous-sol, il y avait un Mathusalem qui dormait, donc il y a une espèce de entorpeur, donc il y a un gros vampire très très vieux qui est à l'état de mort cérébrale, qui est tout desséché, donc il a commencé à le pomper, lui piquer son sang, et le sang, plus un vampire est ancien, plus le sang est puissant. Donc ça fait qu'enfin la goule se dit ça y est, je suis plus balèze que Lodin, je vais le défoncer. Et la goule a monté un plan machiavélique pour prendre le contrôle, manipuler les serviteurs de Lodin, qui sont aussi des humains comme lui, et kidnapper Lodin. Et donc en fait il va torturer, il a créé un culte, tant qu'à faire, il a créé un culte d'humains autour de lui, et il s'apprête à sacrifier Lodin pour se venger quelque part. Sauf qu'il ne sait pas évidemment qu'il est manipulé par le sang du Mathusalem, qu'il utilise lui-même pour se renforcer. Et donc vos joueurs sont dans la galère, il va falloir qu'ils retrouvent le Mathusalem, il va falloir qu'il retrouve la goule et qu'il défonce, qui s'appelle Rourke, et enfin qu'il ramène Lodin à la maison, tout ça avec, beaucoup de problèmes. On vous donne rapidement l'histoire de Rourke, qui est la goule dont je vous parle. On a une histoire, donc vous voyez que là, ils ont commencé à cocher. On voit le chemin qu'ont pris les joueurs, parce que le mec a coché tranquillement les éléments qui sont faits. Donc l'essentiel, c'est ça, c'est que vous arrivez au Succubus Club. Vous pouvez potentiellement aller à 2 endroits supplémentaires qui vous orientent. Puis l'idée, c'est d'aller au musée où vous rencontrez Nili, qui va vous mettre sur la voie. Et vous allez voir après, mais c'est un peu rock'n'roll. Donc le chapitre 1, ils disent c'est simple, démerdez-vous, ressortez le bouquin de Vampire la Mascarade, puisque c'est décrit dedans. Et ensuite on arrive vraiment sur le Succubus Club, où on va retrouver immédiatement une espèce de grand lieu iconique, Elysium, fait en briques, qui est un nightclub,
qui abrite pas mal de vampires. Ça va être l'occasion de rencontrer notamment 2-3 vampires, un pseudo-anarque qui s'appelle Genghis, qui est crâne rasé, skinhead. Ils aiment beaucoup les skinheads, surtout au début, dans Vampire la Mascarade. Et Sœur, qui va être plutôt cool, je crois que c'est un toréador qui va leur filer des coups de main. C'est l'occasion aussi, donc évidemment, qui dit années 90, musique à fond les ballons, voir The Cure, REM, XTC. Donc c'est vraiment toute une ambiance, tout un délire qui est absolument accompli. Donc on commence à voir ces illustrations de John Cobb. C'est pas très drôle parce qu'il met pas de bonhomme, mais vous allez voir qu'il a un style très particulier. Évidemment, Justin Brooke, qui va être vraiment le personnage central, l'illustrateur central de Vampire jusqu'à sa disparition. Alors je sais pas s'il est mort, mais en tout cas il a disparu des radars durant la 20e. Et ça, c'est souvent le profil au début qu'on va avoir. Ils vont s'embêter à vous donner tous les éléments sur la personne et à côté une espèce de mini-fiche de perso. Très vite, ils vont s'apercevoir que c'est pas cohérent en fait et que la fiche de perso peut juste être remplacée par un bloc de stats par rapport plutôt que découper tout ça. On remarquera que souvent les vampires, c'est assez rigolo, sont assez balèzes. Généralement, ils ont des générations assez hautes. Mais ils ont tous au moins un siècle. Ils sont quasiment tous. Il y a beaucoup d'anciens, on va dire, qui se baladent. Donc vous arrivez, vous discutez un petit peu, donc comme je disais, Genghis, qui est évidemment un brouja, vu sa tronche, c'est pas difficile. On arrive sur l'illustration de John Cobb, qui me font absolument délirer. On vous dit, potentiellement, vous pouvez aller, si vous expliquez un petit peu, ou suivez un peu les explications de Sœur, il vous dit, vous pouvez aller dans The Cave, qui est un autre bar, où là, il y a des gens qui sont prêts à vous aider, donc évidemment vous ne savez pas du tout où vous allez, dans quoi vous mettez les pieds, c'est un cauchemar. Et là sur quoi vous tombez, en gros vous arrivez dans une espèce dans une allée, dans un couloir, alors que vous cherchez les toilettes, vous tombez sur un des grands, un vampire du coin qui s'appelle Horace, qui est en train d'essayer d'empaler un autre vampire avec un pieu, et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe ? Et donc voilà, John Cobb, c'est vraiment sa illustration, très, très décontenancée, tout est tordu, dérangé. Moi je suis un fan absolu, tout le monde n'aime pas, mais c'est très très bien. Et lui par contre, il est encore actif, il est passé sur évidemment un registre très différent, beaucoup plus soft. Mais il continue à œuvrer, notamment, pour le trouver sur Facebook, et je crois qu'il a des galeries d'art, enfin, au niveau local, au Texas, ou je sais pas où. Et voilà, et en fait, le vampire qu'il est en train d'empaler, c'est Eric Weist, alias Harry Houdini, qui a été transformé en vampire. Alors ça, c'est un grand classique, il y a beaucoup de personnages connus qui reviendront sous la forme de vampire, et là c'est un trémère, en plus, donc ça c'est marrant. Et en fait, l'idée, c'est que vous êtes tombé sur En fait, ils s'emmerdent. Ils font un pari. C'est le gérant du club se dit, demande à Harry Houdini, écoute, moi je te parie que je te mets un pieu. Enfin, Harry Houdini dit, je te parie que tu me mets un pieu dans le cœur, donc ça paralyse le vampire. Tu me mets dans un coffre-fort, et tu m'enterres et je peux ressortir en 5 minutes. Donc, vous pouvez parier en tant que joueur là-dessus. Et évidemment, c'est Harry Houdini. Donc il arrive à sortir de là. En fait, il a triché. Je crois qu'il a changé son cœur de place ou un truc comme ça. Et ça, vous verrez, il y a beaucoup de délire comme ça durant toute la gamme. Alors des fois, c'est plutôt de bon goût. On verra notamment Al Capone qui débarque évidemment dans Chicago by Night. Et des fois, c'est très 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 mauvais goût. On parlera de Berlin by Night dans très longtemps, je pense. Donc vous avez la possibilité d'aller voir d'autres personnes, notamment à la brasserie. Donc la brasserie, c'est un lieu où se réunissent les anarques, avec Tyrus notamment. Vous allez retrouver Juggler, qui est l'anarque de Gary, qui vient. Et pas mal de gens, notamment, il y a un mec qui s'appelle Damien, qui est un jeune afro-américain qui a 14 ans, qui en fait a été transformé en vampire par Critias. On en reviendra, mais en gros, partie du principe que il est 6ème génération, donc il est très très vieux, il est très très balèze, mais il a que 14 ans. Et il est assez jeune, et l'idée c'est qu'il commence à y avoir donc une grande réunion des anarques qui disent ouais, tout l'Odin c'est qu'un caca, on va tout cramer comme d'hab. Et puis là il y a Balthazar, le shérif, donc son pseudonyme c'est le shérif, qui est l'archétype du redneck du sud des États-Unis qui arrive, well. Il arrive, il commence à menacer en fait tout le monde de cramer, puisque lui sait, lui sait que en gros il bosse pour l'Odin, mais c'est pas un des enfants de l'Odin. Il sait qu'en fait l'Odin a disparu. Et ça, c'est un truc que tous les vampires de la ville savent, et qu'ils n'ont pas transmis à d'autres personnes. Donc, ils commencent à essayer de faire le tour des popotes pour trouver qui aurait pu kidnapper l'Odin. Et voyant, en fait, que tous les anarques sont réunis au même endroit, il essaie de les faire parler, mais de manière assez subtile, parce que personne ne sait que l'Odin a disparu à part lui.
Et ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, pour menacer un peu les anarques, il a des retainers, donc des alliés humains, qui ont commencé à préparer des bidons d'essence partout pour cramer le bâtiment. Et sous la moindre impulsion, en fait, il dit 1, t'as pas dit de mot magique. Et si jamais vous faites les kékés ou que les anarques s'énervent, il va tout cramer. Évidemment, tout lui échappe. Tout commence à cramer, donc c'est ce que vous voyez sur la jaquette, c'est un cauchemar, lui arrive à se barrer, et si jamais vos personnages sont vraiment mal barrés, Damien, donc le petit jeune, qui est super balèze, en fait, va vous filer un coup de main pour que vous échappiez. Il s'occupe d'un caïtif qui a que quelques semaines, donc et Damien deviendra ironiquement, en fait, dans la V5 notamment, Damien devient shérif, donc Balthazar, qui est surnommé shérif, et le shérif, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas encore le cas, mais c'est un titre dans les villes de Camarilla. En gros, le shérif, c'est celui qui est censé appliquer les règles de la Camarilla pour le prince. Donc c'est lui qui s'assure que les gens ne brisent pas la mascarade, et c'est aussi lui qui devient un peu le chef de guerre quand il y a une guerre ouverte avec le sabbat. Et là, le titre est bien sûr ironique, il n'est pas shérif, mais on voit se dessiner des plans qui vont arriver au fur et à mesure que le background et la cohésion du setting se mettent en place. Donc avec un peu de chance, vous êtes sauvés. Et donc comme je disais, à la fin, c'est Damien qui devient vraiment le shérif en V5. Avec un peu de chance, vous passez un coup de fil donc avec le numéro que vous a filé, que ça soit Balthazar ou les autres, en disant bon bah écoute, il faut qu'on parle au prince. Le prince vous dit il n'y a pas de souci, je vous vois, rendez-vous au musée d'histoire naturelle, et donc dos à vous, au milieu du musée d'histoire naturelle qui regarde des os de dinosaures évidemment. Il y a un type qui se fait passer pour le prince, qui s'appelle Nili, qui est en fait qui est l'un des enfants de Lodin. Donc en fait, Lodin a toute une clique. C'est-à-dire que le principe du prince, c'est qu'il peut embrasser il peut créer des vampires autant qu'il veut, enfin en théorie. Et lui, il en a un paquet, que des ventrus, comme lui. Et donc Nili Edwards le dit bah effectivement, moi je suis pas le prince, je vous ai menti, mais si vous voulez rencontrer le prince, il n'y a pas de souci, mais on a besoin d'une certaine cohésion et de vous faire confiance. Et si vous voulez vraiment rencontrer le prince, il faut que vous alliez sur le club dans le stade de football américain de la ville qui s'appelle Soldiers Field. Vous attendez près de la ligne de touchdown, et juste avant l'aube, on viendra vous chercher. Donc ça sent l'embrouille, évidemment, assez terrible, puisque à ce stade, je rappelle, personne ne sait où est le prince. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que Nili est en train de vous manipuler pour vous filer à Ballard. Ballard, on va y revenir, mais c'est un autre ventru extrêmement puissant de la ville, pour en fait, soit vous servir de char à canon pour le kidnapping de Lodin, en vous en passer pour un anarque, soit éventuellement pour continuer l'enquête. Donc on a des dessins que je trouve assez démentiels de John Cobb, avec le fameux Bela Lugosi is dead du Bauhaus, qui est la blague récurrente du setting évidemment. Vous arrivez sur le stade de foot, et à pile poil 5h05 du matin, alors que l'aube commence à avancer, évidemment les rayons de soleil arrivent sur le truc de foot, il y a un hélicoptère qui arrive, et on vous dit bah vas-y, montez dans l'hélicoptère avec des mecs du SWAT, donc ça devient n'importe quoi, mais là on est très habitué, hein, c'est très Vampire la Mascarade. Donc là vous avez la possibilité, soit vous laissez faire, et vous êtes kidnappé par les forces SWAT du prince qui bosse en fait pour Ballard, et Ballard va vous retrouver dans un diner, soit vous essayez de vous barrer avec la limousine qu'on vous avait laissée, poursuivie par un hélicoptère qui vous tire dessus. Voilà, ça c'est l'esprit vampire. Ça c'est l'art du conteur, c'est forcément un truc que je comprends pas. Avec un peu de chance, donc bon, le truc qui est un peu ironique, c'est qu'évidemment, vous êtes sauvé par les anarques sont sympas, ils vont vous filer une planque si vous voulez, et vous aurez l'occasion à ce moment-là de répondre à une invitation à dîner avec Ballard. Enfin, une invitation plutôt à déjeuner avec Ballard. Enfin, dîner. Donc l'idée, c'est que vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre, soit kidnappé, soit de votre plein gré, dans un diner. Vous allez rencontrer Ballard, qui est ce gros porc qui prend un espèce de plaisir pervers à manger la nourriture alors qu'il ne peut pas la digérer devant d'autres humains dans un diner, et il vous force à faire pareil. Donc sachant que les vampires peuvent pas, à moins qu'ils aient un truc spécial, ils peuvent pas digérer la nourriture. Donc en fait ça va dans l'estomac et après ils sont obligés de la vomir. Donc c'est un truc assez cruel. Et donc il arrive, fait et tout, bah en fait c'est vous les anarques qui avez enlevé le prince. C'est très très mal, qu'est-ce que vous avez à dire pour vous racheter? Donc évidemment les joueurs sont là, mais ils disent Coco, attends, c'est pas de notre faute, on peut rien faire. Et donc naturellement, implicitement, il vous dit bon bah en fait vous devez mener votre enquête, si jamais vous cherchez à vous barrer de la ville, on vous bute, si jamais vous coopérez pas, on vous bute. Donc maintenant, en gros, il utilise les joueurs pour mener l'enquête, parce que lui ne peut pas faire d'enquête directement, sinon beaucoup de gens se diraient tiens, Lodin disparu. Donc, il est quand même assez cool, il vous envoie avec certains
des ghouls et des serviteurs humains de l'Odin dans le Haven, donc le sanctuaire, l'endroit où on dort en fait pour les vampires, de l'Odin, qui est un truc absolument génial. Il y a 10 pièces, il y a même une salle de jeu avec des billards pour les ghouls, enfin c'est plutôt sympa. Et en fait là il y a une sorte de mini-enquête, c'est peut-être le seul truc un peu chouette du scénar. En gros vous devez vraiment enquêter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a pu venir, est-ce qu'il y a eu des disciplines qui ont été utilisées. Donc évidemment j'espère que vous avez Auspex, parce que sinon vous êtes vraiment dans le caca. Pour comprendre qu'en fait il y a une ghoul qui a été assassinée. Il y a tout un truc, comprendre comment l'assassinat s'est fait, sachant qu'en plus l'Odin peut se protéger, il y a une sorte de coffre pour se planquer s'il le veut, avec un lit à eau d'ailleurs, c'est marrant. Et en fait, vous arrivez à la fin à comprendre qu'il y a un vampire, il y a forcément un mec qui a des disciplines disciplines de vampire extrêmement puissants qui est venu, qui a réussi à utiliser une projection astrale, machin, qui a dominé certains des humains, qui leur a tiré une balle dans la tête pour sortir un peu pour ensuite kidnapper l'Odin. Donc l'Odin n'est pas mort, du moins on l'espère. Donc on vous donne évidemment des petits ralentissements si besoin pour rejoindre les anarques. Donc c'est pas des choses obligatoires, mais en gros les anarques pour faire un débriefing, pour vous dire comment est-ce qu'on peut vous protéger et compagnie. Et les anarques vous disent si vous êtes dans la merde, on a nous ce qu'on appelle le Ghouliman, donc la gougoule, allez vite, qui est un humain. On peut vous donner l'adresse, et là c'est très très bizarre. En gros on vous dit on a l'adresse d'un type qui vous surveille la journée en l'échange de sang. Et à ce moment-là, vous pouvez vous protéger, il peut vous protéger durant la journée. Et en fait, le Ghouliman, c'est Rourke, qui est le méchant de l'histoire, qui n'est plus là. Donc, si vous allez consulter l'endroit où il est, il a disparu, il est plus sur place. Et vous pouvez commencer à fouiller tranquillement l'endroit pour avoir des indices, en fait, potentiellement sur ce qui se passe sur place. Et comprendre, en fait, petit à petit qu'il y a des choses un peu bizarres qui se pointent. En gros, il y a des articles de presse de l'équivalent du Nouveau Détective qui vous disent que vous tombez sur la police, et la police a réussi à appréhender une sorte de squelette, un cadavre qui a été trouvé chez ce mec-là. En fait. Donc, et c'est le cadavre en fait, du Mathusalem qui a été récupéré par la police, donc par des humains. Donc, évidemment, après tout l'artifice, ça va être pour vous de retrouver en fait sur place, vous allez trouver, donc vous retrouvez le corps, parce que dans la planque de Rourke, vous allez trouver du sang qui est extrêmement puissant. Donc le sang extrêmement puissant, évidemment, peut vous filer plein de pouvoirs. Des jets d'humanité sont à faire. Les joueurs peuvent potentiellement s'entretuer pour l'utiliser parce que ça vous rend très puissant pendant quelques nuits. Pour aller vite. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous dites bon sang, il faut vraiment que je trouve la suite. Sachant que si vous prenez le sang, ça vous expose potentiellement aux manipulations du Mathusalem. Et je passais des meilleurs, mais il y a aussi un truc avec... je crois que c'est Mathusalem qui envoie des visions pour aider les PJ, donc si vous êtes coincé, il vous file un coup de main. Donc ensuite, vous allez à la police pour essayer de récupérer le corps. Beaucoup d'illustrations, je trouve absolument génial. Il y a aussi un journaliste qui a écrit l'article sur le fait que le cadavre soit fait piquer, qui peut vous filer un coup de main sur la suite des événements, et peu à peu vous aiguiller sur Rourke. Donc c'est l'espèce de journaliste qui voit. Et il vous dit, il y a un culte qui est en train d'être monté, avec des espèces de fous qui vénèrent un mec pour son sang. Et c'est la piste qui va vous aiguiller sur Rourke, évidemment. Mais les choses ne sont pas finies, parce que ce serait pas drôle. Donc il s'aperçoit qu'en fait le corps du Mathusalem a été pris par un chasseur amérindien, donc de vampires, qui sait que les joueurs arrivent. Il l'a mis sous une sorte il l'a mis sous une sorte de lampe à UV qui simule la lumière du soleil. Donc je comprends pas comment ça marche, parce que techniquement, il y a des pièges et tout, mais je pense que techniquement ça devrait cramer le Mathusalem, ça lui fait rien, enfin bref, passons. C'est assez rock'n'rollesque, donc vous avez juste une grosse baston avec un chasseur de vampires. Et enfin, on arrive donc à l'échec et mat, où là c'est le grand final, accrochez-vous à votre slip. Donc vous allez en forêt avec le journaleux, potentiellement, pour retrouver le culte, qui se situe à l'orée de la forêt. Donc il y a Rourke, qui est une ghoul, qui est super balèze. Elle s'apprête à sacrifier l'Odin, qui est à moitié en torpeur, contrôlé. Et il y a des cultistes. Mais c'est pas tout, parce que, évidemment, qui dit ghoul, dit animaux-ghouls. Parce que oui, vous savez aussi, c'est que j'ai oublié de vous dire, les vampires peuvent créer des ghouls animales. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé un bélier ghoul. Donc vous vous battez contre un bélier ghoul.
durant la baston finale. Ce qui est évidemment rigolo pour un culte, mais c'est n'importe quoi. Donc il y a des cultistes, un peu comme à Cthulhu, dont vous ferez sûrement qu'une bouchée. Et donc le grand final, c'est vous devez arrêter la cérémonie, ensuite partir, donc le Rourke va essayer de se planquer il y a des tunnels, dans les tunnels il va créer des rats vampiriques, donc c'est la grosse baston complètement débile. Et avec un peu de chance, donc vous êtes confronté à Rourke, il a l'Odin avec lui, vous devez essayer de sauver l'Odin, tout en affrontant Rourke et en mode homme des bois, il a des stats de Porky, il a je sais pas combien de disciplines, il y a Obfuscate à 4, Protean à 4, donc ça veut dire qu'il peut vous faire de la gravée. Il est très très vénère, c'est un humain, mais plus boosté, et ça va être rock'n'roll. Donc après, la mort ou pas de l'Odin et du ressort du MJ, évidemment, l'Odin va survivre d'une manière ou d'une autre pour revenir dans de nouvelles aventures. Et en gros, techniquement, l'Odin vous doit une très très fière chandelle, s'il vient survivre, et on vous dit, mais vous inquiétez pas, il y aura la suite qui s'appelle Dust to Dust, qui sortira du scénario, sauf que Dust to Dust est sorti dans les années 2015-2016 avec la V20. Donc c'était une promesse qui avait été faite, qui a été tenue plus de 15 ans après pour la V20, pour les nostalgiques. Le scénario n'est pas ouf, je l'ai lu, c'est un peu du même acabit. Alors faut dire qu'en 15 ans, ils n'ont pas trop appris de leurs erreurs, passons. Et donc pour finir, on a un truc assez bizarre qui est en fait un petit supplément sur un flashback en fait, organisé sur l'histoire de Rourke, donc le méchant, l'Odin, donc le terrible qui est très très large d'épaule. On rappelle que c'est un ancien norvégien, viking, machin qui est arrivé. Et en gros, c'est pour vous expliquer l'histoire de Rourke, comment est-ce qu'il en est venu à haïr le prince. On vous donne pas mal tous les retainers, donc tous les humains qui bossent, les ghouls qui travaillent pour le prince, et comment ils vont être sacrifiés une à une pour assouvir les besoins de l'Odin, qui est évidemment un immonde enfoiré, et que finalement Rourke est justifié dans ses actions. Donc, bonne chance pour faire jouer ça, parce que c'est quand même pas très intéressant. Mais je pense qu'il y aurait des manières un peu plus subtiles de faire ça, oui, parce que aussi évidemment, qui dit manipulation dit échec, qui dit échec dit jeu à distance entre des anciens. Et en gros, l'Odin joue un jeu d'échecs avec d'autres personnes à l'autre bout du monde. On finit par une magnifique illustration pour Ars Magica, qui est quand même un très très grand jeu de rôle, avec une petite critique de Ken Rolston, le très très grand Ken Rolston, qui a bossé, il me semble, sur RuneQuest, mais surtout qui s'est connu après pour son travail sur les Elder Scrolls, dans Morrowind, qui dit c'est le plus intéressant et le plus original jeu de rôle de fantasy, enfin le plus original univers et système pour le jeu de rôle fantasy que j'ai vu depuis bien longtemps, qui a gagné un trophée en 1988 pour le meilleur jeu de fantasy. C'est incroyable. Et donc c'était ça, Ashes to Ashes. Donc comme je disais, on commence à voir un peu les limites du système des scénarios vampires, comme j'en parlais sur Blood Nativity, à savoir que c'est extrêmement linéaire, que malgré tout ce qu'on peut vous dire sur la subtilité de la mascarade, il y a quand même pas mal d'entraves à la mascarade. On se balade quand même quasiment 2 jours dans des limousines en se faisant tirer dessus par les hélicoptères. Il y a des bâtiments qui crament 3 ou 4 fois, mais ça s'appelle de cendre au sang, donc c'est un peu fait pour. Et évidemment, à la fin, les gros PNJ arrivent à survivre, parce que sinon ce serait pas drôle, et il faut qu'ils reviennent jusqu'à la fois suivante. Donc, mais on commence à avoir un univers qui se dessine, un univers qui se construit, avec ses règles, ses contraintes, mais c'est vraiment avec Chicago by Night, qui sortira quelques mois plus tard, qu'on va avoir enfin une structure vampiresque telle qu'on peut la deviner et la penser dans le futur. Voilà, en tout cas c'était tout, c'était une petite tranche des années 90, rien que pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Allez, salut.